Roland, tu as 2 heures devant toi. À moi tout seul? Génial. Que toi. Non, donc, sauf la salle. Question-réponse avec la salle, mais je te ferai un petit signe. La parole est à toi, Roland. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est ici entre les mains d'un vrai chef. Il y a une apparence de démocratie, mais il y a quand même une autorité. On voit bien que la participation, c'est pas terrible. Elisabeth, tu ne vas pas commencer. Alors, bonjour à tous, chers amis. D'abord, le plaisir de se retrouver ici chaque année avec vous. Je sais bien que vous n'êtes pas forcément tous des gens qui venaient tous les ans. Enfin, j'en reconnais quelques-uns, ici ou là, pas mal. Et c'est quand même formidable, cette rencontre à Cannes, pour les rencontres de Cannes. Voilà, c'est quelque chose qui est tout à fait formidable. La deuxième chose que je vais dire avant d'attaquer derrière Pascal le vif du sujet, c'est que entre l'année dernière et cette année, alors j'imagine que la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas en train de suivre la vie des coulisses cannoises. Normalement, moi non plus. Il se trouve que depuis un an, on a eu quelques problèmes qui tenaient sûrement, c'est souvent le cas, hein, François, à de mauvaises informations de notre part. Nous avons cru qu'il y avait une menace sur les rencontres de Cannes. Nous avons cru qu'en haut lieu institutionnel local, il y aurait comme un malentendu. Éric rigole. Oui, on l'a cru. Grosso modo, on allait nous priver de notre François Lapéroux. L'eussiez vous cru? Eh bien non, en effet. Donc, une vague énorme s'est levée et a submergé les quelques galets qui persistent sur les plages alentours. Et donc, tout ça était un malentendu. Et nous en sommes très heureux parce qu'il faut toujours liquider les malentendus dans cette société où la défiance est trop souvent là. Et donc, nous savons désormais, mais nous le savons de façon éclatante, que nous travaillons en bonne entente, non seulement ici, les uns et les autres, non seulement sous la houlette pas trop autoritaire de François Lapéroux, mais aussi avec notre municipalité de Cannes bien aimée et tous ceux qui nous aident en la matière. Donc voilà, je voudrais me féliciter avec vous de cette confiance pleinement retrouvée. Alors, requittons Cannes pour le niveau au moins national. Pascal a tout dit d'une certaine façon, il nous a donné le cadre dans lequel se situe la société française et l'opinion française. Il l'a fait avec un mélange de lucidité, ce qui est toujours son fait, parfois de critique et aussi peut-être de temps en temps d'optimisme. Et on est là dans cette table ronde pour essayer de voir comment moduler un peu tout ça. Je me rappelais du temps où Pierre Mendès France était président du Conseil, il faisait tous les samedis soirs une causerie à la radio pour les Français. Et un jour, il a quitté une négociation extrêmement importante, qui est une négociation pour l'indépendance de l'Indochine, qui se passait à Genève. Il a quitté cette négociation pour ne pas manquer ce rendez-vous avec les Français. Et le début de cette conférence, c'était cette phrase-là: l'ennemi, le plus grand ennemi, s'appelle la méfiance. Et je pense qu'on est dans cette situation aujourd'hui, que l'ennemi, le plus grand ennemi de nos démocraties, s'appelle la méfiance. Alors, ma petite différence par rapport à Pierre-Henri ou peut-être par rapport à Pascal, c'est que je ne crois pas seulement qu'on soit dans une société de défiance, comme on dit les autres, parce que dans la défiance, il y a quelque chose de fort et éventuellement de positif. Je crois qu'on est beaucoup entré dans une société de méfiance. Alors Pierre-Henri nous dit on ne peut pas vivre dans la méfiance. J'ai peur d'être d'accord avec lui et j'ai peur que pour le moment, on soit quand même en politique dans une vraie société de méfiance, donc dans laquelle nous ne pourrons pas vivre si longtemps, mais dans laquelle nous vivons, à mon avis, aujourd'hui en permanence. Je pense que ça n'est pas seulement qu'on n'est pas confiant ou qu'on se défie d'un certain nombre d'institutions, de personnalités, de rôles. Je pense qu'on a a priori une véritable méfiance devant tout ce qu'ils nous disent, ce qu'ils nous annoncent,
que nous ne croyons plus vraiment et que nous mettons en question. Je crois que c'est vrai pour les hommes ou les femmes politiques. Cause toujours. Tu nous as déjà causé dans beaucoup de campagnes électorales. Tu nous as beaucoup menti. Et tu reviens nous causer encore dans une campagne électorale pour nous mentir encore. On ne nous la fait pas, comme on dit au Café du Commerce. Je me méfie, quoi. Le fonctionnement des institutions, ce qui aboutit logiquement aux chiffres que nous a rappelé Pascal, des 2/3 des Français qui n'ont pas confiance dans le fonctionnement de notre démocratie, pas confiance dans tout ce qui tourne autour de la politique, les promesses et les bilans. Les bilans sont forcément faux. Et ce qu'il y a de vrai dans les bilans, c'est qu'ils sont mauvais. Et avant même que les bilans s'avèrent évidemment mauvais, il y a notre incapacité à vouloir désormais croire au cap vers lequel se dirigeraient nos dirigeants politiques. Je suis très frappé que si on prend nos 3 derniers présidents, ça fait un bail quand même, Chirac, Sarkozy, Hollande. Le reproche fondamental que leur ont fait les Français, d'après les enquêtes, dans toutes ces années, ça a été pour les 3 le même, qui était « Où va-t-il ? Où nous emmène-t-il ? Qu'est-ce que c'est que cette politique ? Qu'est-ce que c'est que ou cette absence de temps en temps, ou ces corrections de cap ? Bref, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Où veut-il donc nous entraîner ? Et on leur a tous, à tous les 3, reproché sans arrêt de ne pas nous expliquer ce que les hommes des médias appellent souvent la nécessité qu'ils fassent la pédagogie de leur action. Mais c'est plus que la pédagogie, c'est nous expliquer où ils veulent que nous allions avec eux, de façon que nous comprenions les différentes réformes qu'ils vont essayer de nous proposer, en les inscrivant dans un cadre logique qui permettrait d'expliquer le sens de chacune de ces réformes. Ils ne le font pas. Un jour, j'en parlais dans son bureau avec le dernier, Hollande, là, qui est encore là un moment, semble-t-il, et à qui je reprochais ça. C'était moins d'un an, un an à peu près, après le début de son quinquennat, et je lui disais, mais enfin, où vas-tu ? Les Français ne comprennent pas. Je dis tu parce qu'on ne peut pas résister au tutoiement des politiques. C'est pas parce qu'on est copains, c'est comme parler une langue étrangère si on continue à les vouvoyer. Donc je m'y suis fait. Et donc je lui disais, voilà, il y a eu le matraquage fiscal, voilà que maintenant on en est à l'allègement des charges. S'il y a un changement de politique, il faut le dire, il faut l'expliquer. Il faut nommer ta politique. Et il m'avait répondu, ah non, alors ça, je ne le ferai jamais. Je dis, comment tu le feras jamais ? Moi, je dis simplement, c'est pas un conseil politique, c'est un conseil d'hommes qui étudie l'opinion et qui dit qu'il y a une demande, une espèce de supplication au président de nous raconter où il va. Et l'homme m'a dit, je ne le ferai pas, parce que donner un cap comme ça à une politique, c'est figer les choses. C'est incroyable, ça en dit long en même temps sur la synthèse de Hollande, quoi. On va pas. Après quoi, il a eu un temps d'hésitation, sans doute pour me faire plaisir, écouter quand même ce que je disais. Il m'a dit, mais par exemple, on l'appellerait comment cette politique ? Je dis, je sais pas, social-démocrate, ou peut-être, tiens, social-libéral. Alors je le vois froncer un œil, je lui dis oui, après tout, social-libéral, voilà 2 très beaux mots du vocabulaire politique français, et l'accolement des deux fait hurler tous les militants socialistes, pourtant c'est pas mal. Non, il m'a dit, écoute, alors ça, en plus, vraiment pas, parce que... Et il m'a sorti une phrase de Mitterrand, dont moi je n'avais jamais entendu parler, qui était, si vous laissez tomber un jour le beau mot de socialisme, il y aura toujours quelqu'un pour se baisser et le ramasser. Quelle erreur, n'est-ce pas ? Quelle erreur. On se demande bien, aujourd'hui, qui se baisserait ? Donc, méfiance par rapport à tout ça. Mais en même temps, écoutant Hollande, je me rappelais 4 ans plus tôt, exactement dans le même bureau avec le président précédent, lui dire à peu près la même chose.
tu sautilles d'une réforme à l'autre, tu donnes un sentiment de bouger sans arrêt, et les gens, ils comprennent pas où tu vas. Et ils disent aux sondeurs, avec le précédent Chirac, on avait le sentiment qu'il n'y avait pas de pilote dans l'avion. Avec toi, il y a évidemment un pilote dans l'avion, mais on ne sait pas où va l'avion. Ah, il m'avait dit, bon, d'accord, mais ce que tu me proposes là, je ne le ferai pas. Je dis, bah, pourquoi ? Il m'a dit, parce que voilà, il faut que je travaille, mais il faut que je fasse plein de trucs, et à la fin du quinquennat, les gens comprendront bien qu'il y avait une cohérence. C'est-à-dire que, comme s'il y avait à l'Élysée un étrange moustique qui les frappait tous, et qui ne voulait pas comprendre que dans une société, le peuple a besoin d'un minimum de confiance avec ses gouvernants, et que la confiance, ça suppose que les uns parlent aux autres, et que les autres ne se contentent pas d'écouter, mais renvoient aussi la balle. Et nous n'avons, à mon avis, plus cela, en tout cas dans les institutions de la Ve République. La dernière que j'ai vue en matière de sondage qui m'est frappée, je me souviens que le chiffre c'était 77%. 77% des Français n'ont pas confiance dans les statistiques officielles en matière d'économique et de social. On citait par exemple les chiffres sur le chômage, sur l'emploi, sur le pouvoir d'achat. Eh bien, 77% des Français disent non, pas confiance. On n'y croit pas à ces chiffres. Oui, c'est une espèce de complot. On nous fait croire des choses. On veut toujours nous faire croire des choses. Et je trouve ça incroyable qu'on ne puisse même pas croire au minimum de données de base sur lesquelles pourrait se construire le débat pluraliste. Donc voilà, je trouve qu'il y a une société non seulement de défiance politique, mais de méfiance permanente envers l'ensemble des acteurs, qui est en permanence renforcée par les émissions de dérision, par les réseaux sociaux sur Internet, qui sont quand même le lieu même de la méfiance permanente, de la théorie complotiste permanente. Je trouve que voilà, il faudrait à tous ces niveaux-là, d'une certaine façon, on représente tous ici, d'une certaine façon, retrouver les éléments pour tisser un minimum de confiance. Et je crois que c'est d'autant plus important que, là aussi Pascal y a fait allusion il y a un moment, nous avons en même temps, dans ce pays, un vrai intérêt pour la politique. Pour cette politique, pour ces bilans, pour cette façon d'en faire, pour ces hommes politiques, non, il n'y a pas d'intérêt. Mais pour la politique, oui. Pascal a rappelé les chiffres, autour de 6%, de 6 sur 10 des Français qui s'intéressent à la politique. Aujourd'hui, plus de 8 sur 10 des Français qui s'intéressent à l'actuelle élection présidentielle. Alors qu'on est quand même pas mal dans le bleu encore, hein, ou dans le noir, j'en sais rien. Donc il y a un vrai intérêt. Et nous vivons une espèce de paradoxe dans ce pays. D'intérêt pour la politique, réel, renouvelé, plus fort que chez beaucoup de nos voisins, mais en même temps cette espèce de méfiance à l'égard de tous ces acteurs qui n'arrêtent pas, si vous me passez le mot, de nous bourrer le mou, quoi, de nous entraîner là où sans doute nous n'irions pas volontiers. Et je crois qu'on est là au cœur de quelque chose d'extrêmement important. Voilà. Comme j'ai été improvisé président de séance aujourd'hui, c'était pas prévu, je voulais quand même vous dire quelques mots en commençant. C'est fait. Et maintenant, je vais donner la parole aux autres. On vous a déjà présenté Pascal. Vous allez entendre aussi Guylaine Ottenheimer, journaliste tout à fait formidable, que vous suivez aussi dans les émissions du petit écran. Ce qui est d'ailleurs terrible pour nous tous, c'est que jadis il y avait C'est dans l'air, que C'est dans l'air a fait un petit, et qu'on est forcé d'aller chez le petit autant que chez le grand maintenant, donc ça nous fait double de travail. Donc Guylaine fait ça aussi, en même temps qu'elle est la rédactrice en chef du journal Challenge, qui est un de ceux qui essayent de faire de la réflexion et de l'analyse en politique en même temps que sur l'économique, et c'est bien que ça existe. Laurence Vanin, que là beaucoup d'entre vous connaissent déjà, qui est philosophe, souvent ici aux rencontres de Cannes, qui est prof à l'université de Toulouse et qui enseigne aussi à l'université du temps libre de Toulon. Toulon, j'ai dit Toulouse et Toulon, oui, pas. Voilà, enfin bref, vous connaissez Laurence comme moi. Et Nordine Nabili, qui est journaliste de profession, qui a pendant bien longtemps fondé puis animé le fameux Bondy Blog, donc un de ceux qui ont été vraiment au centre des réseaux mettant en contact les dirigeants et les jeunes des banlieues.
et qui est aussi, et désormais beaucoup, à Cergy-Pontoise, professeur d'université et notamment animateur d'un master de journalisme, précisément dans cette optique de modifier un peu les règles de formation des journalistes. Alors, je vous propose d'entrer dans ce débat, confiance, méfiance, défiance, et comment en sortir. Peut-être Guylaine d'abord ? Bonjour à tous, je suis ravie de partager ce moment avec vous. Alors pour comprendre cette déviance qui est effectivement arrivée à un état critique, puisqu'elle génère ce qu'on appelle des passions tristes, c'est-à-dire la jalousie, la peur, la haine, la rancœur, et qui touche essentiellement effectivement nos dirigeants politiques, l'État central. Ce n'est pas du tout la même chose au niveau des villes, des entreprises, des associations, de la famille, parce que là les choses bougent, on voit bien, il suffit d'ouvrir les yeux. Quand on regarde Lyon, Cannes, Nice, Toulouse, ça bouge, ça change, il y a du mieux, on voit les choses avancer. Alors que tout ce qui touche à l'État, on a l'impression que ça se détricote toujours et toujours, que ce soit l'école, que ce soit les urgences à l'hôpital, que ce soit les transports en commun, et c'est toujours des pannes, et c'est toujours bondé, et ça ne s'améliore pas. Alors que dans d'autres pays, on voit qu'on met la climatisation dans les transports en commun, nous on se dit déjà si ça marcherait. Il n'y a pas de progrès, le sentiment qu'il n'y a plus de progrès. Et si je voudrais, pour qu'on comprenne bien ce niveau de méfiance, remonter à l'origine de cette méfiance qui touche tout ce qui était ce qu'on appelait les pays riches, c'est-à-dire essentiellement l'Europe et les États-Unis, qui ont vécu quand même des années d'or après-guerre, non seulement parce qu'il y avait la reconstruction, donc l'économie fonctionnait, mais c'est surtout qu'on était les rois du pétrole, on payait quand même les matières premières pas très chères, et on avait un développement économique formidable. Alors tout n'était pas merveilleux, hein. Quand on se retourne en arrière, les gens n'avaient pas de voiture, les gens n'avaient pas de frigidaire, il y avait très peu de salles de bain, on ne partait pas beaucoup en vacances, mais il y a le sentiment que ça allait toujours mieux, ça progressait, il y avait un avenir, il y avait un futur, et il y avait un espèce de collectif, et il y avait une confiance en nous. Et cette confiance, elle a commencé à se détricoter au moment du premier choc pétrolier. C'est il y a très longtemps, en 1976, où on a commencé à payer les matières premières plus chères parce que il y a d'autres pays qui en voulaient aussi. Et le développement de la Chine, de l'Asie, du Brésil, maintenant de l'Afrique, font qu'on n'est plus les seuls à produire, et n'est plus les seuls à consommer des matières premières. Et que, du coup, cette richesse, elle est maintenant partagée. Et cette mondialisation, qui a émergé en même temps qu'ont émergé les nouvelles technologies, eh bien, elle a permis à certains de faire fortune, à certains de développer des richesses, mais elle a aussi touché de plein fouet des populations entières. Les centres de production se sont déplacés vers des pays à la main-d'œuvre moins chère. Et c'est pas étonnant donc que les ouvriers soient les plus défiants vis-à-vis de nos politiques, c'est qu'on n'a pas apporté de réponse à ce bouleversement absolument violent de l'économie mondiale. Alors comme la France est un pays qui est fondamentalement un pays riche, c'est vraiment un pays de cocagne, très riche, qui a un modèle social qui amortit les chocs, on a mis du temps à réaliser ce choc et on n'a pas tout de suite pris la mesure du changement que ça impliquait. Alors après, je développerai un peu pourquoi nous, on est dans cet état de défiance et quasi de tétanie vis-à-vis des évolutions du monde, alors que d'autres pays, finalement, ne sont pas dans cet état de défiance. Parce que quand on fait les comparaisons au niveau de l'OCDE, ce qu'on appelle l'OCDE, c'est tous les pays, le Canada, les États-Unis, le Japon, la France, l'Europe, mais on est un des pays qui a le plus fort taux de défiance à l'égard de notre avenir collectif. Pas de notre avenir personnel, mais de notre avenir collectif. Et on voit que certains pays, comme le Canada, l'Allemagne, la Suède, la Nouvelle-Zélande, ont réussi à surmonter ces transformations très radicales et qui bouleversent la vie de quand même une grande partie de la population. Parce que vous demandez à un ouvrier de la métallurgie de l'Est de la France, vous lui dites oui, mais il va y avoir Internet, on va faire la flexibilité, on va faire tout ça. Il dit oui, mais moi, j'aurais plus de boulot. Pour lui, il n'y a pas de futur, c'est nos futurs. Il sait très bien que c'est très compliqué. Petit à petit, les services publics s'en vont, les transports s'en vont. Il est dans un état de peur et de rage absolument compréhensible. Mais les autres pays qui ont réussi, ils ont réussi parce qu'ils se sont pris la main et ils ont fait des coalitions
ils ont discuté ensemble sur le meilleur moyen de surmonter ces bouleversements. Et moi, je pense qu'une des raisons pour laquelle la France a beaucoup de difficultés, c'est qu'elle a un régime politique qui est extrêmement centralisé, avec une balance droite-gauche. Vous savez, quand dans une usine, pendant des années, les objets qui sont fabriqués sont défectueux. Alors on vire le directeur une fois, puis on vire le directeur une deuxième fois, puis on vire le directeur une troisième fois, puis à un moment on se dit mais c'est peut-être la façon de fabriquer qui n'est pas bonne. Il faut peut-être changer l'usine ou la chaîne de production. Ben moi je pense qu'on en est là. On n'a pas eu un seul gouvernement qui, au pouvoir, a été reconduit, a été réélu. C'est un niveau de défiance incroyable. Vous regardez toutes les autres démocraties autour de nous, il y a quand même eu des dirigeants, et on le voit avec Angela Merkel, mais d'autres, Tony Blair, etc., au Canada, dans des situations qui sont aussi très difficiles par rapport à la mondialisation, au bouleversement du monde, ils ont su faire face et prendre leur destin en commun. Et nous, cette défiance, elle vient de très loin. Il y a, vous savez, un théorème en économie qui dit que plus il y a de dettes, plus il y a de défiance. Parce que les gens se disent, oui, il y a quelque chose là qui va nous tomber un jour sur la tête parce qu'on ne maîtrise pas notre destin. Et cette dette, elle a commencé en 1976 avec le premier choc pétrolier. Et depuis, on n'a pas eu un budget à l'équilibre. Ça veut dire qu'on n'est pas capable de maîtriser notre destin collectif. On n'est pas capable de faire des choix. Et ces choix, c'est vrai qu'ils seront sans doute difficiles. Mais il faut parler ensemble, voir comment on arrange les choses, comment on fait que la machine fonctionne quand même différemment. Et moi, je pense qu'on a un système qui est beaucoup trop central et surtout qui ne permet pas les coalitions, qui ne permet pas la discussion. Et puis surtout, on a un système qui commence à ressembler à un jeu télévisé. Est-ce que vous connaissez un pays où il y a quelqu'un qui tout d'un coup dit « Ah, je vais faire le ministère de l'identité nationale et ça va tous nous sauver ». Voilà. Alors on parle que de ça pendant la campagne. On fait un ministère de l'identité nationale, puis 2 ans après, on s'aperçoit que ça ne sert à rien. On arrête, ou il y a quelqu'un qui dit « Ah, on va taxer les riches à 75%. » Comme ça, c'est une idée qui naît en quelques minutes, un après-midi, avec 4 personnes. On ne fait aucune évaluation, on ne regarde pas les conséquences que ça aura pour l'image de la France, on s'en fiche, on fait ça. Alors on regagne un petit peu dans les sondages. Après, les gens se souvenaient évidemment de ça. Et puis on fait cette mesure, on s'aperçoit que c'est impossible. On triche un peu, on magouille un peu. Ce n'est pas les particuliers qui vont payer, c'est les entreprises. Et au bout de 2 ans, c'est mis à la poubelle, mais sans que jamais les politiques disent que c'est mis à la poubelle. Donc vous voyez, on a un système politique qui est amplement centré sur une élection qui se joue sur quelques postures et qui engendre après la déception, et la déception engendre la défiance. On n'a plus confiance dans nos dirigeants politiques. Mais à chaque fois, ça marche. À chaque fois, on se fait prendre au jeu de l'homme présidentiel qui a le programme le plus audacieux, la meilleure... Enfin bon, je ne vais pas monopoliser la conversation. Je vais juste te relancer sur la fin de ce que tu viens de dire. Parce que, au fond, tu mets en cause le système. Tu dis que le système ne marche plus. Très bien. Et les exemples que tu donnes ne sont pas des exemples de système. C'est des gens qui font de la com à l'intérieur du système. C'est au fond les 2 exemples que tu prends et qui sont des très bons exemples. Le coût des 75% et le coût du ministère de l'Identité nationale, c'est des gens qui remplacent la politique par de la communication politique. Donc ce serait plutôt un accroc dans le système plutôt que le système. Alors je vais te dire, par exemple, dans les pays parlementaires, qui ont réussi à faire des réformes très importantes. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un congrès du parti dans l'opposition. On choisit un dirigeant. À l'époque, par exemple, on a choisi Tony Blair. Il a 3 ans pour créer ce qu'il appelle le New Labour, élaborer une politique. 3 ans, c'est long. 3 ans où il discute avec les parlementaires, avec le parti, avec les syndicats. Cette discussion, elle s'instille dans tous les interstices de la société. Les gens s'habituent, comprennent, c'est challengé, c'est évalué. Il arrive au pouvoir. Déjà, les gens qui ont voté pour le New Labour et pour Tony Blair, ils savent à peu près à quoi. Et puis les mesures sont très élaborées. Il faut savoir, par exemple, dans les coalitions allemandes, c'est 300 pages qui sont consignées. Et tous les 3 ans, il y a un congrès du parti qui revérifie que tous les points de l'accord sont encore bons, ou est-ce qu'il faut le modifier? Mais on le modifie collectivement. Ce n'est pas une personne toute seule dans son bureau qui dit tout d'un coup « Ah, je vais baisser les impôts pour les gens qui gagnent moins de temps. Ah, tiens, je vais faire une nouvelle petite baisse de taxes pour les riches. »
Je me souviens toujours d'une discussion avec le président de la commission des finances. Avant de partir, pas très courageusement, Nicolas Sarkozy avait fait la hausse de TVA pour baisser les charges, pour que les entreprises françaises puissent exporter, puissent être compétitives. Et donc, on baissait les charges. Et en échange, il fallait bien abonder les finances de l'État. Donc, on augmentait la TVA pour tout le monde. Ce qui est une solution que beaucoup préconisent. Elle a été abolie par François Hollande, qui évidemment avait tapé sur la hausse de la TVA. Et derrière, il fait le pacte de responsabilité qu'on appelle le CICE, c'est-à-dire qu'on a une cagnotte, on donne de l'argent aux entreprises à qui on a fait payer plus d'impôts. Bon. En fait, c'est exactement la même chose que si on avait continué la hausse de TVA et on avait fait les baisses de charges. Et d'ailleurs, tout le monde à la commission des finances, droite comme gauche, était plutôt favorable à continuer le système, c'est-à-dire qu'il y ait une certaine continuité. Mais comme il fallait que le candidat à la présidentielle se démarque systématiquement sur tous les points de l'autre sortant, on arrive à un espèce de système d'essuie-glace permanent, de mesures contradictoires qui sont totalement inefficaces. Dans ces pays où il y a une espèce de coalition, où on discute entre soi, eh bien, tout le monde est, disons, à discuter ensemble. C'est très bien quels sont les défauts et les qualités. Alors, on va un peu pousser le curseur un peu plus à gauche, on va pousser le curseur un peu plus à droite, mais il y a quand même une forme de consensus. Voilà, maintenant, sinon, la défiance, elle s'exprime partout. On l'a vu au Brexit, on l'a vu en Italie avec Renzi, on l'a vu aux États-Unis avec Trump. Il n'y a pas qu'en France, mais je dis qu'en France, le mal est assez profond parce qu'on n'a pas encore trouvé le système qui permet justement d'avoir un accord majoritaire. Qu'en pense que le président qui va diriger la France, il aura été élu grosso modo au départ par 25 à 30%, et encore c'est la fourchette haute des Français. Oui, mais c'est pour ça que... Alors, bravo Guylaine. C'est pour ça qu'on a eu l'intelligence d'inventer un deuxième tour. Un truc que le monde nous envie. Oui, mais les coalitions, il y a 25 plus 25 ou 30 plus 10, c'est déjà plus large. Bon, on y reviendra. Nordine, à toi. Et un peu de rôle du journalisme dans tout ça. Je commence par quoi? Alors, d'abord, merci beaucoup. Je suis là en toute confiance, hein, je préfère quand même le dire parce que c'est important. Je voulais remercier sans refaire le préambule que tu as fait tout à l'heure. Roland, remercier évidemment François qui une fois par an nous réunit ici. Et donc, moi, j'habite en région parisienne. La plupart des gens que je vois de la région parisienne, je ne les vois qu'une fois ici à Cannes. Donc, c'est pour vous dire à quel point c'est important. Et pourtant, c'est des gens avec qui j'ai construit une amitié réelle. Voilà, donc moi je vais vous donner un exemple très précis, ma vie, mon histoire personnelle en réalité, pour illustrer mon propos. Et je voudrais l'appuyer sur ce qu'a dit Pascal Perrineau tout à l'heure, notamment sur ce qu'on pourrait appeler la France d'en bas, cette fameuse phrase de Raffarin. Moi je fais vraiment une différence entre la classe politique telle qu'on l'entend tous, telle qu'on l'imagine, telle qu'on la conçoit, c'est-à-dire incarnée par une cinquantaine de personnalités nationales et internationales qui font la pluie et le beau temps, et la ribambelle d'élus locaux qui font un certain nombre de choses au quotidien. Il y a une vraie différence en réalité quand vous parlez avec les gens, et notamment les jeunes, sur lesquels je vais m'attarder tout à l'heure. Moi, je fais une différence réelle entre un ministre et le maire de Bondy, par exemple. Je pense que le maire de Bondy a beaucoup plus de pouvoir que n'importe quel président de la République française. Le maire de Bondy peut décider d'une politique culturelle, peut décider de soutenir les écoles de sa ville, peut décider de construire un certain nombre de logements. Il peut évidemment avoir un impact très important sur la vie quotidienne. Et moi, je pense que les Français, s'il y a une défiance, s'il y a une méfiance vis-à-vis de la classe politique, c'est bien parce que l'opinion française considère que la classe politique, c'est-à-dire nos dirigeants, les élites politiques, ou les aristos finalement, sont éloignés, sont beaucoup sur le superficiel et ne comprennent pas tout à fait la vie du quotidien. Et comme je t'ai promis, Roland, de faire des propositions, de mettre la main là où il faut. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut déprofessionnaliser la vie politique française. C'est-à-dire qu'il est anormal que nos politiques, aujourd'hui, la plupart de ceux qui se présentent à nous, qui se présenteront à nous dans quelques mois, sauf peut-être Emmanuel Macron, qui est là depuis 4-5 ans,
la plupart ont 30, 35, 40 ans d'expérience politique. Alors après, on nous dit oui, mais c'est important d'avoir l'expérience. Mais moi, je pense surtout qu'ils sont aussi les détenteurs du blocage d'un système. Et donc, la difficulté, tout à l'heure, tu rappelais le travail que j'ai pu faire pendant une dizaine d'années au Bondi Blog. Moi, j'ai énormément souffert au Bondi Blog, non pas parce qu'il nous manquait les jeunes, ou il nous manquait des idées, ou il nous manquait de l'énergie. J'ai énormément souffert parce que le système médiatique refusait finalement cette expérience-là. Mais ne la refusait pas dans le sens de la concurrence, c'est-à-dire qu'il considérait que c'était une belle expérience, que c'est une expérience intéressante, innovante, mais qu'elle doit rester là où elle est. À aucun moment, le système médiatique ne s'est dit c'est peut-être une belle entrée aujourd'hui pour diversifier notre propre profession, notre propre corporation. Ça, c'est la problématique des médias, mais je ne veux pas rester trop sur le média, puisque je sais que demain, il y a un débat là-dessus. Mais je voudrais revenir tout à l'heure, on a parlé des ouvriers. Il n'y a pas aujourd'hui d'ouvriers dans la classe politique. C'est-à-dire qu'il n'y a, parmi les 577 députés français, on a, je crois, moins de 10% d'ouvriers. Encore moins. Donc voilà, donc, vous voulez, on est bien là. C'est-à-dire que s'il y a un rejet de la classe politique, c'est parce qu'il n'y a pas d'effet miroir. Les gens considèrent que finalement les gens qui nous dirigent ne nous comprennent pas, ne sont pas du même milieu que nous, sont incapables d'être attentifs à nos propres problématiques. Et donc il y a un agenda imposé par la classe politique et il y a un agenda réel de la vie quotidienne des citoyens. Et donc là, il y a une désynchronisation entre l'offre et la demande. Et le troisième point concerne la jeunesse. Moi, les jeunes que je croise, qu'ils soient les jeunes de Seine-Saint-Denis ou les jeunes qui aujourd'hui sont plutôt de la classe moyenne à l'université de Cergy-Pontoise, c'est des jeunes que je trouve très, très engagés politiquement. C'est-à-dire que c'est des jeunes qui ont une curiosité, une sensibilité à la question des inégalités, par exemple, à la question des discriminations, à la question de l'écologie. Mais c'est des jeunes qui ne sont pas dans les radars, si vous voulez, de l'offre politique. C'est-à-dire, c'est pas qu'ils manquent d'envie de faire des choses, c'est pas qu'ils manquent de volonté de s'engager politiquement. C'est juste qu'aujourd'hui, les partis politiques, le fonctionnement des partis politiques, la manière dont le débat s'articule en France ne les concerne pas. Et donc, ne les concerne pas, c'est-à-dire qu'il ne les satisfait pas, il ne les séduit pas. Et donc, du coup, on se retrouve avec toute une génération qui malgré tout, a envie de faire quelque chose. Et puis, on a plutôt, nous, intérêt à la préparer, puisque c'est quand même elle qui doit prendre les choses en main. Et il n'en demeure pas moins qu'on a le sentiment qu'on est face à un système qui est bloqué, qui est verrouillé, et que finalement, le communautarisme dont on parle matin, midi et soir concernant les gens des quartiers, les musulmans, on a quand même le sentiment qu'il y a un communautarisme du mâle blanc de plus de 50 ans qui aujourd'hui est dans sa tour d'ivoire et fait tout pour que le renouvellement ne se fait pas avec facilité, pour que finalement les chasses gardées restent bien entretenues par ceux qui sont là, qui ont leur ticket, qui sont dans le circuit, dans les itinéraires balisés depuis quelques années. Et puis pour terminer, je pense qu'on manque d'instances de délibération, de confrontation. Je pense que la violence naît lorsqu'il n'y a plus de mots. Et je pense que tout à l'heure, on parlait de certaines villes qui ont changé d'image. Il y a aujourd'hui, notamment en Seine-Saint-Denis, des endroits où les élus descendent dans l'arène, rencontrent les gens, se confrontent aux gens. C'est pas facile. C'est pas facile quand on est un élu d'être face à une population qui est souvent une population qui a des difficultés et qui pour une fois qu'elle a un micro dans la main, les élus passent souvent des sales quarts d'heure en réalité. Mais il vaut mieux passer ce sale quart d'heure parce qu'en même temps, ce sale quart d'heure, il peut être aussi pédagogique. Et je pense que on manque aussi, on a un peu moqué il y a quelques années ce fameux vocable de la démocratie participative, mais je pense que la classe politique fuit aussi
l'opinion. Et lorsqu'on fuit l'opinion, il ne faut pas s'étonner qu'après la méfiance... moi, je préfère parler de vigilance. Je pense qu'on ne doit pas faire confiance à 100% à un élu, quel qu'il soit, même si c'est quelqu'un d'honnête, parce que la vigilance, c'est aussi un levier pour l'alerter au quotidien qu'on est toujours là, même si on lui a donné notre voix, même si on lui fait confiance sur la manière dont il doit diriger les choses, on est toujours là pour dire que finalement, nous avons le doigt qui doit appuyer sur le bouton s'il doit rester ou pas. Merci. On reviendra sans doute sur certains des exemples que tu as pris. Je ne doute pas qu'Elisabeth, que j'ai vu tout à coup prendre son air furibard que nous aimons tant, au moment où tu as commencé à nous parler des mâles blancs de plus de 50 ans. Bref, je lui demande d'attendre le moment du débat. Voilà. Il faut créer un peu de suspense quand même de temps en temps. Et puis, j'annonce que je poserai peut-être une question aussi bien à Pascal qu'à Nordine sur cette histoire de différence de fond qu'il voit entre le manque de confiance dans les élus nationaux et une confiance demeurée forte auprès des élus locaux. D'abord, j'ai trouvé que tu étais très gentil, Pascal, de trouver qu'une confiance d'1 sur 2, c'était pas mal. Moi, je trouve que c'est pas beaucoup. Et ensuite, sur les maires, moi, je vois quand même une pente de la courbe qui est la même. Simplement, ils partaient de plus haut. Et je crois que les maires deviennent, comme dont sont les parlementaires, des victimes du cumul des mandats. Et que moi, je vois dans les enquêtes, ville par ville, pas dans les enquêtes nationales sur les maires, de plus en plus un reproche très fort envers les maires, qui est on ne les voit jamais. Ils ne sont pas là. Et quand ça commence comme ça, à mon avis, il faut faire attention à la pente de la courbe. Alors je vous pose cette question, on y revient tout à l'heure, mais je voudrais d'abord qu'on passe un petit peu de l'exemple à l'exemplarité et qu'on passe des cas concrets ou plus conceptuels et qu'on écoute un peu Laurence. Oui, merci. Bien écoutez, bonjour à tous et je suis très très heureuse d'être parmi vous et je remercie bien sûr François d'avoir organisé ces belles rencontres et je suis entre guillemets partagée entre tout ce que vous avez dit, entre l'approbation pour certains de vos avis et de vos développements. Mais il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est que si on parle du bas et qu'on parle du haut, il faudrait peut-être penser, lorsqu'on réfléchit à la question de la méfiance ou de la confiance, à 3 moments peut-être qui ressemblent à 3 étapes ou 3 moments particuliers qui renvoient aux politiques. Puisque notre sujet, c'est celui-ci, c'est bien de ramener cette confiance aux politiques. Tout d'abord, j'aimerais dire peut-être que la confiance, lorsqu'elle est de l'ordre de la confiance personnelle ou individuelle, c'est quelque chose qui renvoie à cette relation qu'on aime établir avec l'autre, parce que justement, on se sent peut-être un peu fragile et que seul, on ne pourrait pas parvenir à réaliser un ensemble de choses qui sont dans nos objectifs ou nos projets. Et donc, ce moment particulier qui consisterait à dire que l'être collectif ne serait peut-être pas un être collectif souhaité et voulu pour les bonnes raisons, mais peut-être souhaité et voulu presque naturellement, comme relevant du bon sens de la nature. Pourquoi intégrer une cité ou une police, comme on disait dans l'Antiquité? Peut-être exclusivement parce que nous avons besoin d'être ensemble, comme des oiseaux se regroupent pour une migration, et être solidaires les uns des autres. Et peut-être que justement, le moment particulier de cette confiance qu'on aimerait placer en soi puis en l'autre, commence déjà par ce lien qui fait qu'on s'unit dans une société dans laquelle on pourrait abonder pour être ensemble. Une fois qu'on a fait ça, bien évidemment, on a bâti ou on a posé un peuple. Finalement, on a rassemblé des individus épars qui, unis dans un peuple, peuvent se représenter. Ce qui amène l'idée peut-être que l'individu n'est plus simplement un individu retourné ou recroquevillé sur lui-même, mais ça devient, dans l'ordre du politique, un citoyen. Et ce citoyen, dès lors qu'on peut répondre aussi à ce que disait tout à l'heure Pierre-Henri Travallot dans son introduction, qui était brillante quand il aborde la question de Hobbes, c'est vrai qu'une fois qu'on est sorti de la méfiance ou de la défiance et qu'on est rentré dans la société civile, que faisons-nous de ce lien collectif qui fait que nous avons aussi besoin de nos institutions, d'un cadre, d'un État, d'un substrat, quelque chose qui tient et qui résiste. Et là, on se dit que finalement,
les hommes-là ont besoin, dans le politique, de voir une représentation, non seulement de leurs institutions, mais surtout parce qu'il y a quelque chose qui plairait certainement à Jean-François Mattei, s'il m'entend, je pense qu'il m'entend de là où il est, mais qui lui plairait beaucoup, c'est le rapport à la valeur. Quand, quelque part, on introduit la question du politique, on pose aussi la question de la confiance. La confiance, c'est mettre en l'autre quelque chose qui fait qu'on a envie de se lier à lui, mais en contrepartie, on attendrait peut-être de lui du courage et du dévouement. C'est pas de moi, c'est de Roosevelt. Il disait ça, du courage et du dévouement. Et ça rejoint un peu la devise des sapeurs-pompiers, c'est assez particulier. Mais quelque chose qui m'interpelle, c'est du courage et du dévouement. Ce qui veut dire que quand on place sa voix dans une urne pour pouvoir élire un programme, quelque part, consciemment, on a envie aussi de voir nos politiques non pas être dans la crise de l'exemplarité, non pas être dans la corruption, mais être justement ceux qui incarnent les valeurs qu'ils ont proposées dans un programme et qu'ils aillent jusqu'au bout de la démonstration en appliquant au moins une partie de leurs mesures, à défaut de toutes les appliquer. Et je crois que c'est là aussi ce moment où la confiance doit se réinstaurer entre le peuple et le politique, surtout quand le politique, je vais juste prendre un exemple sans citer de nom parce que je suis philosophe et non pas politicienne, à savoir que quelque part, quand on parle de démocratie, qu'on propose un programme démocratique, qu'on dit qu'on est élu sur la voie du peuple et qu'on passe certaines mesures consciemment et pertinemment en 49.3, on s'interroge sur la question de la démocratie. C'est une façon d'élire des personnalités et en même temps, quelque part, d'avoir affaire à une démocratie qui est une fausse démocratie, ou en tout cas, on pourrait penser qu'on s'éloigne du rapport qu'on pourrait établir avec le politique. Ce qui fait que la confiance qu'on pourrait établir avec ces hommes qui, pour nous, devraient être exemplaires, d'ailleurs il y a une crise de l'exemplarité, sont des hommes qui sont dans la représentativité exclusivement. Et la représentativité amène le jeu de la gouvernance des émotions et donc, bien évidemment, du rapport à la médiatisation de soi au point de pouvoir susciter l'engouement pour être élu. Ça peut aussi poser question vis-à-vis des peuples. Et j'aimerais ramener un troisième degré, puisque là, on a vu que finalement, vis-à-vis de soi, il faut pouvoir être lié à l'autre. Vis-à-vis de l'État, il faut pouvoir se lier à l'homme de charisme, l'homme de confiance et l'homme d'action. Il faut aussi envisager les suprastructures, à savoir le fait que la souveraineté telle que nous l'aimons, en tout cas lorsqu'elle se représente dans notre pays, est une souveraineté qui a affaire à d'autres souverainetés dès lors que nous parlons de l'Europe. Et à partir de ce moment-là, l'Europe dont on parle très peu en ce moment finalement, parce qu'il y a eu beaucoup de coups de canif, ou en tout cas de coups de griffe jetés dans les contrats, on a vu une sorte de débâcle presque apparaître, j'ai envie de dire que ça interpelle parce que les souverainetés qui étaient soi-disant des souverainetés nationales, qui ensuite devenaient des souverainetés équivalentes au sein même de l'Europe et de l'Union européenne, sont devenues des souverainetés qui étaient dans des rapports les unes avec les autres, qui ramenaient à du multilevel, c'est-à-dire des relations horizontales et non plus dans la verticalité telle que nous les connaissions. Mais dans cette horizontalité, on a vu des accords s'établir entre différentes souverainetés qui ont fait qu'on a eu l'impression de perdre un peu le rapport, comme ça, donc cette confiance qu'on pouvait placer dans l'Europe, puisque nous sommes citoyens européens, puisque nous avons voté pour l'Europe, en tout cas en France, pas forcément dans d'autres pays, ça veut dire qu'à un moment donné, nous étions dans un rapport particulier qui faisait que dans cet échange qui nous représente dans notre seconde citoyenneté, eh bien, nous avions l'impression que les institutions s'éloignaient de plus en plus de nous. On ajoute à cela l'idée de la finance, qui amène une forme de méfiance, c'est sûr, parce qu'on a l'impression qu'on est dans une globalisation, voire une mondialisation qui échappe et que le banquier a la tête ou la mainmise sur le politique. Deuxièmement, ça nous envoie aussi à l'idée qu'il y a des climats de défiance qui s'établissent entre les pays, puisque maintenant le rapport entre amis et ennemis s'est délocalisé dans des conflits internationaux. Donc il y a aussi cette crainte de la sécurité publique. Et la sécurité publique qui devient une sécurité publique nationale, lorsqu'on reconduit le problème au sein même du pays et qu'on se dit qu'il y a eu effectivement des attentats et qu'il y a une sorte de besoin sécuritaire qui renvoie à de l'individualisation. Et la méfiance aujourd'hui est liée à ce recroquevillement, comme le disaient déjà les stoïques dans l'Antiquité, sur soi, qui fait que l'individu n'est plus à même de penser l'être collectif, si on reprend depuis le bas, pour devenir ce peuple uni qui pourrait bien choisir ses institutions, etc. etc. On est dans une sorte de sentiment particulier qui fait qu'on a des difficultés. Difficultés pour établir un lien de confiance, le religuer, pour se relier, pour poser les institutions avec l'aspect normatif qui viennent d'en bas ou d'en haut, par le contrat du peuple ou par le contrat d'une nationalité. Et en même temps, on a un autre souci, je crois, qui nous est
particulier depuis quelque temps, en tout cas qui nous touche de plus en plus, c'est que les relations telles qu'elles s'établissent entre les individus, entre les États et même dans le monde, semblent échapper. Ce qui fait qu'on n'est plus dans un rapport où on a l'impression que les choses sont légitimes, et c'est là qu'on rentre plus dans la méfiance ou dans la confiance, mais dans la défiance. Et tout à l'heure, dans le propos introductif, il y avait quelque chose de très intéressant qui me semblait être celui de certaines minorités, quand on parle des femmes qui défendent certains droits, etc. Je prends l'exemple des femmes, mais bon, on pourrait en prendre d'autres. Est-ce que la défiance, ce n'est pas une relation au défi ? Est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas besoin aussi de défier nos politiques pour leur montrer ou pour leur dire que nous existons et que nous avons peut-être besoin aussi d'avoir de leur part des comportements, des réponses et puis peut-être des programmes qui sont non pas alléchants mais concrètement réalisables. Je pense que la confiance pourrait se rétablir avec des choses toutes simples en réhabilitant certaines valeurs. Merci. Merci. J'ai remarqué ce ralliement à la récente philippique de Manuel Valls contre le 49.3. Ça m'a d'autant plus relevé que je me sens aussi éloigné de ce que tu as dit là-dessus que ce que Valls a dit les 2 fois où il en a parlé, jadis et aujourd'hui. Il y a d'autres exemples, il n'y a pas que celui-là. Mais bon, oui, il y a à mon avis des exemples plus sérieux sur le mauvais fonctionnement de la démocratie que l'utilisation une fois ou deux du 49.3. Mais bon, c'est une petite affaire. En revanche, ce serait peut-être pas mal que ce que tu as soulevé sur l'Europe, qui est à mon avis un point névralgique des problèmes de confiance politique, soit repris au bon par l'un d'entre vous ici ou tout à l'heure par vous dans la salle si vous le souhaitez. Pour le moment, peut-être que Pascal pourrait, à partir de son cadre de départ, nous dire ce qu'il pense à partir de ce qu'il a entendu. Alors en effet, je voudrais revenir sur 3 ou 4 points qui ont été évoqués et qui prolongent en partie le propos liminaire. D'abord, en effet, la question que tu évoques sur cet apparent paradoxe qui est celui, en effet, d'une forte confiance vis-à-vis des institutions nationales, vis-à-vis aussi, ce qui est très important, des institutions supranationales. Parce qu'il y a de multiples instruments, comme on dit en termes pédants maintenant, de gouvernance mondiale qui naissent. Bien sûr, la gouvernance européenne, et qui font l'objet d'une défiance de même ampleur qu'au plan national. Cependant, il y a une résistance. Avec les nuances qu'il faut apporter, il y a une résistance au plan local. Les Français continuent. Alors là, je regardais, tu vois, sur les 7 vagues faites depuis 2009, ça a plutôt tendance à augmenter la confiance dans le conseil municipal, la confiance dans la figure du maire. Mais tu as raison, en effet, quand on regarde certaines enquêtes sur de grandes communes, il y a des éléments de la crise de la représentation nationale qu'on retrouve au plan local, de manière claire. Mais je crois que ce qui se dit derrière, c'est l'attachement des Français aux petites patries locales, à ce politique local. Pourquoi ? Parce que ça a du sens, il y a une identification locale, ça a du sens, alors qu'au plan national, le sens se perd un peu, et au plan supranational, on ne voit pas très bien. Il n'y a pas d'identification forte, il n'y a pas de sens. Et deuxièmement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il y a au plan local une efficace propre de l'institution locale. On voit le résultat du pouvoir politique local dans des aménagements de la commune, dans des subventions accordées à tel ou tel. Voilà. Donc, c'est à mon avis ce qui crée encore la confiance dans le local, c'est qu'on voit bien ce que le local produit et le local a du sens. Et ça dessine d'ailleurs des voies éventuellement pour retrouver la confiance au plan national, retrouver du sens et faire sentir à quoi ça sert. À quoi ça sert. Et d'ailleurs, je voudrais, de manière liminaire, puisqu'on est ici en région, dire tout le danger qu'il y a aujourd'hui, aussi bien à droite qu'à gauche, dans une réflexion qui me semble incroyablement hâtive et mal pensée sur la création d'intercommunalités qui s'appuient très souvent sur des démarches extrêmement technocratiques et qui font fi des demandes des petites et des moyennes communes. Qu'est-ce que c'est très souvent l'intercommunalité ? C'est l'éloignement du pouvoir au plan local. C'est-à-dire on prend la commune centre, celle qui a le plus de pouvoir, et on la fait monter en puissance, et les autres deviendront simplement des espèces de services de quartier, quoi, dans une immense communauté XXL. Je crois que les Français ne se retrouvent pas du tout dans ce type de démarche. Et regardez comment se passent les intercommunalités. Elles s'appuient sur quoi ? Très souvent sur le pouvoir technocratique des préfets, qui sont ceux qui sont à la manœuvre.
Là, à mon avis, il y a un danger fort, et le danger est aussi fort à gauche qu'à droite là-dessus. Parce que la technocratie n'a pas de frontières politiques. Deuxième remarque, sur ces fractures, cette fracture politique, moi, ce qui me semble très préoccupant, je n'ai fait que le mentionner tout à l'heure, c'est que derrière, maintenant, il y a des fractures sociales et culturelles derrière les fractures politiques. Et donc, il y a maintenant la capacité de certaines forces politiques, en France le Front National, ailleurs d'autres forces, à transformer en force politique le rejet de la politique, et même la haine de la politique. On en fait une force politique. Ces forces parviennent, et c'est tout leur talent d'ailleurs, à politiser le rejet de la politique. C'est bien ce qui se passe avec Beppe Grillo en Italie, avec le Front National ici, et avec d'autres forces du même type sur le continent européen. Il y a des forces, comme le disait un sociologue, Missika, il y a de nombreuses années, il disait il y a une politisation, mais attention, la politisation est une politisation avant tout de refus. C'est une politisation qu'il appelait, lui, une politisation négative. Et au fond, notre grand défi aujourd'hui, c'est comment s'efforcer de positiver. Et là, je voudrais essayer de déceler des signaux qui montrent que tout n'est pas négatif. Regardons ce qui se passe aujourd'hui, les deux hommes dans le combat pré-présidentiel dont on parle beaucoup. Emmanuel Macron, François Fillon. François Fillon, c'est tout de même le fruit d'une mobilisation à laquelle personne ne s'attendait. Le peuple de droite et du centre s'empare de ces primaires et déjoue tous les scénarios. 4,4 millions, tout de même, qui aurait dit ça? Souvenez-vous, en 2011, quand il y avait 2,6 millions pour la gauche, on disait, mais c'est extraordinaire, c'est fabuleux. 4,4 millions. Donc il y a bien là, et il propulse celui qui n'était pas favori au premier plan. Et autour d'un projet qui est un projet, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, ce n'est pas le problème, mais qui est un projet fort. Fort à la fois sur le terrain économique et social, fort sur le terrain que j'appellerais culturel et sociétal. On n'est pas là dans les prudences habituelles, même si maintenant qu'il est élu, bien sûr, il rentre dans la phase bien sûr, des prudences, parce que c'est normal. C'est l'élection présidentielle qui commence. Si, c'est normal. Si, c'est normal. Parce que dans un premier temps, on s'adresse à un corps électoral qui est le corps électoral de la droite et du centre, et après, on recrute des militaires dans le civil, on recrute des électeurs de droite, pas à droite. Donc il faut bien s'adresser à eux aussi. Et regardez de l'autre côté, dans l'autre espace, je n'ose pas dire de la gauche, mais de la non-droite, le phénomène Macron. Et ce succès, certes mesuré pour l'instant dans l'assistance à un meeting, il y a bien là des éléments où on s'aperçoit qu'il y a des phénomènes de politisation que j'appellerais positive. Derrière ces deux phénomènes, Macron-Fillon. Troisième remarque, dans le malaise, moi je crois qu'il y a, si vous voulez, la culture politique française est en train de changer. Au fond, des années d'après-guerre, on est en train de sortir du cycle qui s'était ouvert après la Seconde Guerre mondiale, qui était tout de même un cycle marqué par la présence, c'est ce que nous disait tout à l'heure Roland dans ses dialogues singuliers avec les deux derniers présidents. Qu'est-ce qui se dit là-dedans? C'est la fin des grands récits. Ces hommes ne se sentent plus légitimes pour porter des grands récits. Or, auparavant, il y avait, regardez sous la Ve République, des hommes qui sont porteurs à des degrés divers de grands récits. Le général de Gaulle, bien sûr, Georges Pompidou, un grand récit de modernisation de la France et de modernisation sociale et économique. Giscard, un grand récit de modernisation, j'allais dire plus culturelle, même s'il s'y est pris de manière un peu maladroite, mais il y avait un grand récit, et François Mitterrand, le grand récit mitterrandien, avec toutes ses ambiguïtés, ses zones de lumière et ses zones d'ombre. Bien. Mais ensuite, c'est vrai qu'on va rentrer, et tu avais raison, je crois que c'était toi qui disais tout à l'heure, Chirac, Sarkozy, Hollande. Qu'est-ce qui les prend? C'est l'entrée, au fond, ça va être théorisé par le dernier, mais c'est l'entrée dans l'ère des présidents qui se veulent ordinaires. L'homme ordinaire, comme disait un auteur. L'homme ordinaire, le président ordinaire. Et ça a été théorisé par François Hollande, et on voit où ça l'a mené. Dans une situation d'incapacité à se représenter, ce qui est une nouveauté radicale sous la Ve République. Qu'est-ce que cela veut dire? Et je voudrais pointer deux éléments qui me semblent en débat.
je n'ai pas la réponse, mais qui me semble travailler l'opinion sur le plan politique. D'abord, nous sommes à la veille d'une élection présidentielle. Qu'attend-on de la fonction présidentielle? C'était clair au début de la Ve. Après, à partir de Chirac, on a cru que, voilà, on pouvait élire des hommes normaux, des hommes ordinaires, des super voisins de palier, quoi. Bon. Et on voit ce que ça donne. Les Français s'en lassent et s'en lassent de plus en plus rapidement. Est-ce qu'il n'y a pas la recherche confuse d'un retour à une certaine verticalité de la fonction? Alors c'est bien sûr, ça ne peut pas être la verticalité gaulienne. Mais est-ce qu'il n'y a pas la recherche vraiment très têtue d'une certaine verticalité de la fonction? Après des décennies où on nous a vanté la démocratie horizontale, la démocratie aplatie, la démocratie dite participative, quelle est la réponse à tout, etc. Comme si l'institution présidentielle pouvait être investie par la démocratie participative. Mais attendez, on se trompe de casting, là. Et c'était en effet Ségolène Royal en 2007 qui disait, voilà, quand on l'interrogeait sur la force nucléaire, mais je pense ce que vous pensez. OK, mais ce n'est pas ce qu'on attend d'un candidat présidentiel. Donc, à mon avis, ce thème est en débat. Ce thème est en débat, on verra la réponse que les Français lui apportent dans 5 mois. Le deuxième élément, là aussi sur la fonction présidentielle, c'est l'articulation entre l'individu, qui est celui qui détient la fonction présidentielle ou celui qui y aspire, et ce à quoi il doit renvoyer, c'est-à-dire plus que lui-même. Au fond, le drame de Hollande, de Sarkozy, peut-être même de Chirac, c'est que quelque part, ils ne renvoient qu'à eux-mêmes. C'est-à-dire à pas grand-chose, mais je pourrais dire la même chose de chacun d'entre nous. Hein? Si nous cherchons à renvoyer qu'à nous-mêmes, ça n'est pas grand-chose. Je vois tout de suite Roland qui s'offusque. Sauf toi, Roland. Mais voilà. Or, si vous voulez, il y a un petit détour que je m'efforcerai de ne pas rendre pédant. Il y a de nombreuses années maintenant, un historien polonais, Kantorowicz, qui a fait sa carrière, pas en Pologne, qui avait fui le communisme, Kantorowicz avait écrit sur la figure de l'autorité monarchique un très beau livre qui s'appelle « Les deux corps du roi », où, en reprenant d'ailleurs la tradition juridique, il montrait bien comment, dans l'autorité monarchique, il y avait deux figures. Il y avait le corps réel du roi, et le roi était détenteur de certains droits. Par exemple, il avait un domaine royal. Bon, voilà. Et puis, il y avait le corps symbolique. C'est-à-dire que le monarque renvoyait à un corps symbolique, qui était celui de la royauté, du royaume, voilà, plus que lui-même. Hein? De Gaulle, vous voyez, qu'il renvoyait à plus que lui-même. Mitterrand, il s'efforçait de renvoyer à plus que lui-même. Quand il nous quitte et qu'il fait référence aux forces de l'esprit, il cherche à renvoyer à sa manière, à plus que lui-même. Mais attendez, depuis maintenant 15-20 ans, tous ces présidents qui ne renvoient qu'à eux-mêmes, sans se lier quelque part au corps symbolique qu'ils représentent. À mon avis, c'est ça le drame de ces 3 présidences qui se terminent tout de même maintenant par des records d'impopularité et donc de rejet de notre part. Il y a certainement une resymbolisation de la fonction présidentielle qui doit être à l'œuvre. Et dernier point sur les institutions, mais comme on a le débat régulièrement, on va le prolonger ici, pourquoi pas. Moi, je ne crois pas que le problème soit le problème d'une réforme institutionnelle. Parce que d'abord, c'est un travers franco-français. Dès que ça ne va pas, dès qu'on traverse une crise politique, on dit voilà, changer d'institution. C'est pour ça qu'on en est à la 5e République. Alors pourquoi pas une 6e? Je sais qu'il y en a qui sont très férus de 6e République, etc. Je ne crois pas que... Et d'ailleurs, en écoutant, et en t'écoutant à la fin, Guylaine, je me disais c'est plus un problème de culture politique. C'est l'absence en France d'une culture de compromis, qui est bien sûr à l'œuvre dans les pays auxquels tu faisais référence. Il y a une culture du compromis entre la gauche et la droite, très savamment construite. On le voit dans le gouvernement SPD droite allemande en Allemagne. On le voit dans beaucoup de pays d'Europe du Nord. Il y a des cultures du compromis. En France, nous n'avons pas encore cette culture du compromis. Dès que l'on ouvre, on décode toutes les ouvertures sur le mode de la trahison. Ah, mon Dieu, il a pris. Vous voyez, tout à l'heure, la réaction de certains. Ah, François Fillon se met à entendre ce qu'une partie de son camp, du centre et même du camp d'en face lui a dit, trahison. Mais non, c'est la construction d'un compromis.
Hein, comment voulez-vous faire de la politique sans compromis? Donc je crois que c'est beaucoup plus cette question que la question des institutions. Parce que si on dit au fond, ce qui est un peu derrière ton raisonnement, les régimes parlementaires sont plus efficaces quelque part. Hein, je dirais, quand on voit l'Italie, l'Espagne, c'est des pays qui connaissent à peu près le même degré de crise de confiance politique que nous. Ce sont des régimes parlementaires. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire deux choses. Les Français sont attachés, qu'ils soient de droite comme de gauche, aux institutions présidentielles, pour de bonnes et de mauvaises raisons. Gardons le régime présidentiel ou semi-présidentiel qui est le nôtre. Mais il y a deux manières de le faire évoluer. On peut le faire évoluer dans un vrai système présidentiel, à l'américaine, où là, il y aura un véritable contrepoids, parce que le problème que tu évoques, c'est le contrepoids. Le président de la République, aux États-Unis, il a un contrepoids réel, c'est le contrepoids du Congrès. Et si en plus de ça, on fait comme aux États-Unis, c'est-à-dire des élections mid-term, eh bien on peut espérer qu'à un moment, il y a un vrai contrepoids. Pour l'instant, Trump a un Congrès qui est complètement en phase avec lui, mais dans 3 ans, on ne sait pas du tout, dans 2 ans et demi, on ne sait pas du tout si ça sera le cas. Donc on peut imaginer très bien une évolution vers un système, je crois que c'était Jack Lang qui le proposait, vers un système présidentiel qui permettrait de rééquilibrer en effet la toute-puissance présidentielle qu'est la toute-puissance française, parce que c'est vrai qu'objectivement, pas au plan international, mais au plan national, le président français a plus de pouvoir que le président américain. Et qu'un vrai régime présidentiel, ça diminue le pouvoir du président, et ça ne l'augmente pas. Merci. Peut-être juste un mot pour ajouter encore sur ce qu'a été le succès de cette primaire de la droite et du centre, c'est que 4,4 millions, c'est le résultat du vote à un seul tour, et que compte tenu du fait qu'il y a plus de 20% de transfert d'abstention d'un tour à l'autre, en vérité, et probablement, semble-t-il là, plutôt 30%, ça veut dire qu'il y a plus de 5 millions de personnes qui ont au moins ça, voté à un des deux tours de cette primaire. C'est un succès statistique tout à fait incroyable. Bon, la deuxième chose, c'est que comme je ne suis que, à partir du moment où j'ai fait mon topo de départ, là que pour transmettre le micro, je ne veux pas me lancer dans une polémique avec toi, mais je tiens à dire qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec cette demande de verticalité qui expliquerait... C'est fait pour. Voilà, je crois que cette espèce de demande angoissée de citoyens qui voudraient plus d'autorité et plus de religiosité, là j'énerve encore plus Elisabeth Lévy, on va pouvoir ça, je m'attends au pire, mais voilà, je crois que voilà la verticalité, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, il y a des termes comme ça a été incarnation il y a quelque temps, maintenant c'est verticalité, et alors les deux, alors là... Enfin bon. Et puis il y a ce débat institutionnel auquel j'invite ceux que ça intéresse. Je sais bien qu'il y a des fanatiques des institutions et qu'il y en a qui pensent que c'est exactement pour ne pas voir les vrais problèmes. Alors je vais bien sûr donner la parole tout de suite, notamment là-dessus, à Guylaine, non sans avoir indiqué, puisqu'on a parlé de l'opinion, que de temps en temps, ça serait intéressant d'essayer ce que propose l'opinion, et qu'en matière d'institution et de réaction par rapport à la Ve République, elle ne dit que 3 choses depuis 30 ans, sans jamais en changer. Oui à l'élection du président au suffrage universel, et ne nous enlevez pas ça. Donc là, 6e République, ça ne marche pas. 2, il faut plus de pouvoir au Parlement. Et 3, on est pour l'élection à la représentation proportionnelle. Et moi, je dis que si on accepte ces 3 choses en même temps, c'est une façon de rééquilibrer la Ve République qui serait tout à fait intéressante à regarder. Voilà, je lance ça dans le débat et je donne la parole à Guylaine. Moi, je voudrais revenir à la confiance. Parce que si ce système fonctionnait, on n'en serait pas là. Je veux dire, ça fait 40 ans ou 30 ans que j'entends exactement les mêmes constats sur notre société. Je lisais l'autre jour, je relisais le discours de politique générale de Chaban-Delmas avant une émission à LCP, et je m'étais étonnée, c'était exactement le même discours qu'Emmanuel Macron, sur le besoin de déconcentration, sur l'ascension sociale qui ne fonctionne pas, l'autre a rhabillé ça, insider, outsider, sur un État de plus en plus
énorme, mais de plus en plus impotent, sur des impôts qui augmentent sans cesse pour pas plus de services aux citoyens. Mais j'avais l'impression qu'on était en 2017, en 2016. Exactement les mêmes constats. On n'a pas avancé, on n'a pas réglé notre problème de comment on fonctionne, où est-ce qu'on met notre argent, qu'est-ce qu'on paye, qu'est-ce qui est gratuit, comment on redistribue, on continue. Alors on affiche des chiffres. Alors voilà. Tout à l'heure, je ne sais plus qui disait, ça serait bien qu'on élise les gens qui ont un programme applicable, en qui on a confiance. Bon, il se trouvait que celui qui avait le programme à peu près le plus applicable de la droite, c'était Alain Juppé. Il avait sûrement plein d'autres défauts, mais au moins son programme était à peu près applicable sur une base relativement de consensus, en tout cas intellectuel. Et c'est celui qui a proposé 600 000 fonctionnaires en moins, le non-remboursement d'une partie des soins de santé. Au départ c'était 600 000. Et puis il a baissé à 500 000. Non, 600 000 au début dans son bouquin. Et donc c'est le plus offrant, c'est celui qui montre qu'il a le plus de muscles, qui est élu, parce qu'on se dit de toute façon, comme ils ne font rien, au moins on en élit un qui promet énormément et peut-être qu'il fera un tout petit peu. Et pour moi, la politique, c'est pas du tout de la foi, c'est un contrat. C'est un contrat extrêmement laïque, si je puis dire, entre le citoyen et les élus. Et moi, je crois au travail collectif. Je crois à l'intelligence collective. Je crois que l'élaboration des lois collectivement est plus intelligente que quelqu'un tout seul dans son bureau qui, je prends l'exemple de la loi TEPA de Nicolas Sarkozy. À un moment, la loi TEPA, c'était juste pour pour faire les heures sup et favoriser le travail. Au dernier moment, il y a des lobbies bancaires à la tête de laquelle il y avait Nicolas Bazir qui sont venus dire qu'il faudrait aussi faire un certain nombre d'aménagements pour les impôts des riches, et c'est comme ça que la loi TEPA s'est transformée en loi pour les riches. Comme ça, dans le bureau de Nicolas Sarkozy, le président de la commission des finances, qui était de droite, M. Caraï, était fou de rage. Il est allé voir Nicolas Sarkozy. Ensuite, tu ne peux pas faire ça. C'est totalement inique. Bon, donc je crois que les choses, après, le corps social le ressent, ça. Même s'il ne connaît pas tous les développements, il le ressent, il le voit bien. Et donc, je pense qu'il faut que les gens soient avertis en amont. Je veux dire, le travail collectif d'une coalition ou d'un parti en amont, c'est aussi la façon d'acculturer une solution. Ensuite, il y a la pratique du pouvoir, qui est très solitaire. Comment est-ce que quelqu'un peut s'occuper à la fois de Leonarda, du Charles de Gaulle, des finances, de la nomination du préfet, de la nomination du ministre de la Culture? Non, il y a un moment où c'est pas possible. C'est simplement pas possible. Or, vous savez bien que dans son pays, j'en ai parlé au château, j'en ai parlé à l'Élysée, et ça vaut tampon pour prendre une mesure, sans que ça ait été discuté ni par les parlementaires, ni par le parti. Je pense qu'on est au bout du bout de ce système de fonctionnement. Et évidemment, le président est mort, vive le président est passé puissant, on va remettre un petit peu de verticalité, et on va vous mettre des référendums, et on va vous mettre des ordonnances, et ça ira encore mieux, et on va vous forcer à accepter les solutions. Je ne crois pas que ce pays arrivera à se réformer profondément et radicalement avec cette méthode. Ensuite, un homme ordinaire. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit d'Angela Merkel? Vraiment, quelle femme ordinaire. Bon, c'est la femme qui est sans doute un des leaders les plus exceptionnels des 30 dernières années en Europe. Cette femme a simplement du caractère et une capacité à écouter, à dialoguer, à faire avec les autres. Et c'est ça qui a été le succès d'Angela Merkel. Alors maintenant, juste un dernier point sur la confiance et les deux corps du roi. Très intéressant, les deux corps du roi. Parce qu'en fait, c'est la première fois qu'il y a des intellectuels qui se penchent sur la fonction du monarque et qui se disent, le monarque, il a deux fonctions. C'est la représentativité de notre pays et c'est la gestion de notre pays. Et on ne peut pas mélanger les deux. C'est le premier travail de laïcisation de la tâche de dirigeant politique du roi. C'est-à-dire que c'est un effort pour détacher les deux. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut détacher les deux. Il faut détacher la fonction du président qui représente le pays et le chef de l'exécutif et le Parlement qui font la politique. Le Premier ministre, il est en contact avec les administrations, il est en contact avec le Parlement, il parle avec les gens, il sent le pays. Le président, pourquoi est-ce qu'il est enfermé? Il n'a pas d'administration sous ses ordres. Il ne va pas au Parlement. Il juste reçoit des visiteurs du soir. Et donc, il est coupé du pays. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, il faut... Je vais prendre deux exemples. Il y a deux pays qui avaient choisi les mêmes institutions que nous parce qu'elles sortaient de dictature. C'était la Pologne et le Portugal. Et au bout de quelques années, ils ont débranché la fonction exécutive du président de la République, qui est toujours élu au suffrage universel, qui est toujours le représentant de la nation, et ils ont transféré l'intégralité des pouvoirs qui sont d'ailleurs à l'origine ce qui devait être dans nos institutions. La réforme de 69 a profondément
modifier l'équilibre des pouvoirs dans la Ve République. Donc moi, je ne propose pas une 6e République, je propose une 5e République de 1958. Merci, mon général. Je pensais à ces histoires de promesses et non tenues, bien sûr, et de manque de confiance. Je pensais à deux choses. Je pensais un jour à un vieux paysan de l'Allier qui votait communiste, comme le département a voté communiste depuis très longtemps. Et ce qu'il disait par ailleurs m'avait pas l'air très communiste. Et je lui disais, mais pourquoi vous continuez à voter communiste? Oh, il m'a dit, vous savez, monsieur Cayrol, parce que il faut voter le plus rouge possible, parce que arriver à Paris, ça se délave. Voilà. Et l'autre truc, mon dernier bouquin s'appelait Tenez enfin vos promesses. Et alors j'ai un aveu à vous faire, c'est que de temps en temps, je vois Trump, et même je vois Fillon, et je me dis tenez pas vos promesses. Donc attention quand même avec nos slogans. Alors, je vais demander maintenant à Laurence et à Nordine de répondre à l'autre côté de la table. Laurence ? Bien, juste par rapport à l'idée que, bien évidemment, on envisage que l'homme politique doit être transcendé par sa fonction. S'il est transcendé par sa fonction, par le discours, on peut prendre des exemples de beaux et grands discours, mais on peut prendre aussi des exemples désastreux de discours de politique. Notamment, on pourrait penser à des régimes totalitaires et à des choses qui se sont dites et qui ont été de l'ordre du discours. Je pense à Hitler qui, quelque part, soi-disant était excellent dans ses discours, a quand même bougé des foules et a réussi à faire des choses absolument abominables. Donc je crois qu'il faut avoir peut-être raison gardée vis-à-vis de la puissance du discours, parce que les philosophes le savent très bien, la rhétorique peut mener aussi à l'effondrement et à la perte. Je reviendrai sur un point en disant tout à l'heure, j'ai trouvé ça intéressant, le fait de dire oui, mais c'est simpliste, et c'est vrai, c'est simpliste, presque utopique, de dire quand un politique présente un programme, il faudrait effectivement voter pour ce programme et pour qu'il soit appliqué. C'est vrai, ça peut paraître utopique, mais qu'est-ce qu'il reste finalement, lorsqu'on est dans le suffrage universel, au peuple, c'est-à-dire aux citoyens, comme motivation pour voter? Si ce n'est s'intéresser à un programme, si ce n'est observer quels sont les compromis qui sont prêts à faire les politiques pour pouvoir être élus, parce que ça c'est aussi dans la balance quelque chose qui vient égratigner la vie politique, à mon sens. Et ensuite, comment envisager le bon choix et le bon vote? Peut-être aussi qu'il faut repenser le système de la culture, un point qui fait qu'on devrait être éduqué à une certaine forme de citoyenneté, et que parfois aussi le citoyen a perdu le rôle de sa fonction. Il a oublié d'aller fréquenter l'agora, comme disaient les anciens dans l'Antiquité. Et puis j'aimerais répondre à quelque chose d'important. Quand j'ai abordé tout à l'heure la question de la confiance qu'il pouvait y avoir dans un peuple pour se sentir uni et pour faire corps finalement, dans ce que vous avez dit tout à l'heure, je trouve très intéressant la relation à cet intergénérationnel que malheureusement nous perdons. Et un corps, un peuple, c'est pas simplement des anciens, on appelle même plus ça les anciens maintenant, j'ai l'impression que c'est les vieux. D'un autre côté, on a des jeunes, et au milieu, on a une espèce de dictature d'une sorte de génération. Ce qui est dérangeant dans l'histoire, c'est que vous avez 50 ans maintenant dans l'emploi, vous êtes vieux. Vous êtes à 65 ans, vous entrez dans la retraite, vous êtes un jeune retraité. Donc, en bref, vous avez une économie à dépenser. Et ça, je trouve ça particulièrement intéressant, comme s'il y avait une sorte de dictature des quadras. Alors, je m'excuse pour les quadras, mais c'est un peu ça. On ne veut pas faire confiance aux jeunes. Et les anciens, on les a un peu relégués en disant que c'est un peu une génération en retard, ou qui n'a plus raison d'être. Et l'intergénération, on se rend compte quand on fait des moments culturels, regardez la moyenne d'âge, 25 ans de cette salle, on prend conscience qu'il y a un conflit de génération et peut-être même un corps à reconstituer pour qu'il y ait un corps politique dont les politiques seraient les représentations et non pas dans une représentativité absolue. Je crois que c'est pour ajouter peut-être à ce que tu avais dit, je ne veux pas monopoliser non plus la parole. Je te laisse peut-être... Et moi, je vais aller encore plus loin, Laurence. Moi, je pense que l'élection présidentielle en France est infantilisante. C'est-à-dire que on s'adresse à la partie du cerveau de nos concitoyens qui est une partie plutôt liée à la consommation. Lorsqu'on évoque la question des jeunes, tout à l'heure je parlais de mes étudiants, des fois j'ai l'impression d'être, et pourtant
voilà, j'ai 48 ans. Et des fois, quand je leur parle de la classe politique, des débats à suivre, par exemple, les débats de la primaire et tout ça, et pourtant ce sont des jeunes que nous formons pour être journalistes, donc a priori ils devraient pouvoir être devant leur télévision, hein, ces fameux 3 jeudis soirs, ben, il a fallu presque leur imposer un contrôle le lendemain pour pouvoir le regarder. C'est pour vous dire à quel point le rejet existe. Mais comme je t'ai promis des exemples très très précis, moi je pense qu'il faut interdire le cumul des mandats, par exemple. C'est quelque chose c'est quelque chose qu'on peut faire d'une manière assez facile. Il n'y a pas besoin de 49.3 là-dessus. On peut aussi interdire le cumul des mandats dans le temps. Il n'est pas normal qu'un jeune énarque sorte à 24-25 ans, intègre un grand corps d'État et devienne président de la République 30 ans après. C'est anormal pour quelqu'un qui doit diriger la société. Moi, je pense qu'il faut des va-et-vient de façon à ce qu'on voit aussi ce qui se passe dans la vraie vie, comme disent les jeunes. Je pense qu'il faut décentraliser davantage. Je pense que ce n'est pas Najat Vallaud-Belkacem qui a des réponses pour telle école ici à Grasse, à Cannes ou à Bondy. Donc on peut décentraliser tout en gardant évidemment la mainmise de l'État qui doit être le garant de l'égalité des territoires. Ça c'est évident, mais ça c'est des choses qu'on peut faire d'une manière, je dirais en termes de politique publique, assez facile. Et puisque tu donnais tout à l'heure l'exemple de ta rencontre avec François Hollande, il se trouve que moi j'ai rencontré à 2 reprises François Hollande dans le cadre de mes fonctions à la direction du Bondy Blog, puisqu'on avait une émission de télévision, et donc dans la petite salle de maquillage, on a pu discuter avec lui, et il nous a dit, mais à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire d'une manière symbolique pour envoyer un message aux populations des banlieues? On leur a dit, mais les populations des banlieues ne sont pas affamées de symboles. Ils ne cherchent pas des symboles. Les populations des banlieues sont des citoyens à part entière, et ils doivent avoir le droit à ce pays comme tous les autres citoyens. C'est ça la promesse républicaine. Donc il faut décentraliser davantage, et ça, je pense qu'on ne le fait pas. Et puis le dernier point, l'économie, par exemple. Quand vous parliez tout à l'heure de... effectivement, on a des maires aujourd'hui qui commencent à avoir un profil carriériste en réalité, et qui effacent ce qu'on appelait anciennement la politique municipale, c'est-à-dire le type qui était notaire du coin ou médecin ou chef d'entreprise, et qui connaissait les familles depuis 2 générations, et qui finalement faisait ses courses avec ses citoyens, et les décisions qu'il prenait, il devait en répondre. C'est toute la difficulté aujourd'hui de la classe politique ou des gouvernements. C'est-à-dire que vous prenez une décision, vous n'avez de compte à rendre à personne, sauf peut-être à quelques sondeurs qui viennent vous dire que vous êtes ou à quelques visiteurs du soir. Pas de mépris, pas de mépris. Non, je ne suis pas du tout méprisant, loin de là, je ne suis pas du tout méprisant. Mais c'est juste pour dire que la classe politique française s'est entourée aussi d'un certain nombre de poches d'entités. Elle ne s'est pas déconnectée toute seule. Il y a des journalistes politiques, il y a des instituts de sondage, il y a des conseillers officiels, des conseillers de l'ombre, et tout ce petit monde se parle, arrive à se convaincre. Il y a presque une meute en réalité, c'est-à-dire arrive à se convaincre que leurs décisions finalement ne sont pas aussi dramatiques que ça, que l'opinion n'est pas aussi méchante que cela, et que finalement il faudrait peut-être juste 2 ou 3 bonnes émissions de télévision, un bon slogan, et hop, et on met tout ce bon monde. Je pense que on n'a pas conscience, et on n'a pas parlé tout à l'heure de la question des réseaux sociaux, tout ça, mais moi quand je vous disais tout à l'heure que mes jeunes, j'ai du mal à les mettre devant la télévision pour suivre les débats qui entre guillemets durent 2 heures, il y a 7 personnes, et à qui on donne 2 minutes pour régler un problème qui mériterait 30 ans de pratique, et nous envoient des slogans, des punchlines. Mes jeunes, moi, ils sont plutôt sur les réseaux sociaux. Alors on peut dire ce qu'on peut, on peut criminaliser les réseaux sociaux, on peut dire c'est une dictature numérique, tout ça, mais il n'en demeure pas moins qu'ils ont en tous les cas le sentiment qu'à travers leur compte Twitter, leur compte Facebook, les gens qui les suivent, ils ont l'impression en tous les cas de participer, de dire des choses, même si pour le moment on est encore dans la séquence des ricanements, de la dérision. Mais je pense que tout est bon à prendre pour peu que l'on s'achemine vers une responsabilité d'engagement politique. Que Dieu t'entende, mon fils, parce que ça ne me paraît pas toujours aussi évident. Mais enfin, on verra bien. Avant d'élargir le débat, 2 phrases de Laurence.
Oui, peut-être que finalement, il faudrait rompre avec l'ordre de l'opinion qui serait une opinion aveugle. Peut-être qu'il faudrait aussi reconsidérer la fin des privilèges et la fin de la corruption. Et effectivement, ça reviendrait à ce que dirait notre intervenant qui a introduit le propos, à savoir redonner du sens, non seulement à l'activité citoyenne, mais aussi à l'activité politique. Oui, très bien. Deux mots pour renforcer ce que dit Nordine sur le cumul des mandats. Parce que moi, je suis un vieux combattant de ces affaires institutionnelles et démocratiques, et ça fait quoi, quelques décennies que je suis sur les estrades, et que on dit comme une évidence qu'il faut supprimer le cumul des mandats dans le temps et dans l'espace. Et que on a le sentiment que tout le monde est tellement d'accord, et d'ailleurs les sondages montrent à quel point les gens sont tellement d'accord, que quand même ça va se faire. Cette absurdité française ne peut pas durer. Et qu'on arrive quand même dans chaque législature à avoir une nouvelle limitation du cumul des mandats, mais qu'on n'a toujours pas fait la chose la plus simple. Un homme ou une femme, un mandat. Ça, c'est vraiment simple. Il suffit d'une loi, pas 25, pas 30 de limitation, et on n'y est toujours pas. Tous ceux qui sont d'accord avec leur mandat. Mais c'est comme si vous mettez des... Mais Roland, mais on va quand même pas, c'est quand même pas les députés qui vont eux-mêmes militer pendant des années pour se limiter les mandats. C'est la nuit du 4 août, ça s'appelle. Quant au cumul dans le temps, il fut un temps où les gens qui voulaient lutter contre une professionnalisation de la politique disaient que, bon, on peut admettre 2 mandats, mais maintenant, les propositions de limitation des mandats qui sont dans les programmes des présidentielles, là, c'est 3 mandats successifs dans le même mandat, mais qui n'interdit pas d'en faire d'autres. Ce qui veut dire que si vous faites 3 fois député, 3 fois sénateur, vous êtes là pour un moment quand même. Bon, alors... la parole à qui la veut. Elisabeth, entend un peu. Non. Ah, en aucun cas. Attends,